Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être venus jusqu'à nous et de l'intérêt que vous portez donc à votre métier d'assistante dentaire. Nous allons donc faire une conférence j'ai l'honneur donc de vous présenter Dr Roussier qui vient de Marseille, qui est donc chirurgien dentiste pédiatrique, qui est vraiment spécialisé auprès des enfants et qui va nous faire une présentation donc sur le thème de l'assistante dentaire, maillon fort dans la prise en charge de nos enfants et ados. Voilà, je te laisse. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, alors moi je suis petite, donc je ne sais pas si vous allez me voir derrière mon pupitre. J'aurais dû manger plus de soupe étant enfant. Alors je vais vous parler donc des enfants. C'est pas un sujet qui est très facile parce qu'en général, les enfants ils sont pas super contents de venir nous voir au cabinet. Et d'un autre côté, les praticiens ils sont pas super fans non plus. Parce que c'est compliqué, un enfant ça pleure, ça prend du temps, c'est chronophage, sur un emploi du temps, il faut le gérer. Et du coup, par expérience, je sais que l'assistante, elle fait des tours de magie avec les enfants parce qu'elle sait comment les prendre et elle s'agace moins facilement qu'un praticien. Du coup, ce que j'ai essayé de faire avec cette petite présentation, c'est essayer de vous donner quelques clés que moi j'utilise à mon cabinet qui pourraient vous aider peut-être à déverrouiller une situation, à la fois pour l'enfant, mais également pour le praticien, parce que si l'enfant se détend, se laisse faire, c'est gagné pour tout le monde. Alors, la chose qui est importante quand on prend en charge un enfant, mais ça vous le savez déjà, c'est l'accueil. L'accueil que vous faites à chacun de vos patients, mais un enfant, c'est décuplé. Parce que quand il va arriver dans le cabinet, la première personne qu'il va voir, c'est vous et votre sourire. Donc c'est super important. Donc il faut vraiment qu'il ait un accueil, moi j'appelle ça l'accueil VIP. C'est-à-dire que si c'est un petit enfant, il faut essayer de se mettre à sa hauteur et il faut essayer de garder à l'esprit que le patient, c'est l'enfant et plus le parent. Alors le parent, il est important, hein. Il va vous donner la carte vitale, il va vous donner l'autorisation, il va le payer, c'est pas ce que je veux dire, mais l'important, c'est l'enfant. Donc il faut essayer de vous focaliser sur ça. Il y a des gens qui le font bien mieux dans d'autres domaines, donc j'ai cité juste Maria Montessori et Faber et Massich, qui en fait ont mis en place dans des écoles ou dans des formations des modes de communication avec les enfants qui sont vraiment sympas à utiliser. Donc juste se mettre à sa hauteur, lui parler sa langue. Alors ça ne veut pas dire lui parler comme un demeuré parce que des fois on a tendance à faire ça alors qu'un enfant ça comprend très bien. Et moi ce que j'aime bien c'est lui expliquer les grandes lignes. Donc vous faites administratif que vous avez à faire avec le professionnalisme dont vous faites preuve tous les jours, mais pour les enfants vous vous adressez à lui. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Ouh là là, t'as pas l'air en forme, hein? Ou alors, vous pouvez également envisager de lui dire, tu sais pourquoi tu viens aujourd'hui? Il va falloir enlever tes chaussures, on va regarder tes pieds. En général, il vous regarde, l'air de dire, maman, elle m'a dit que c'était pour les dents. Voilà, donc moi, ce que j'aime bien, c'est créer un petit jeu. Alors, vous pouvez essayer de lui dire, tu sais combien tu as de dents dans ta bouche? Et maman, est-ce qu'elle sait? Ou papa, il sait? Moi, je parie que tu en as 16. Et si on allait les compter? Ça permet de créer un jeu et si à un moment donné il y a une difficulté, vous pouvez toujours lui rappeler, tu te rappelles? On avait prévu de faire un jeu, je ne sais plus combien de dents tu as dans ta bouche, on va les compter ensemble. Donc en gros, il faut essayer de s'adapter à l'enfant. Quand vous avez des tout petits, il faut essayer de faire des jeux. C'est plus compliqué pour les adolescents, mais en général les adolescents... tout est terrible pour eux, c'est l'adolescence. Donc c'est pas que le dentiste. Voilà, c'est un autre problème. Et à la fin de ce joli discours où vous avez expliqué le jeu, etc., vous lui expliquez les grandes lignes de ce qui va se passer. Alors généralement, les premiers rendez-vous chez les enfants, sauf grosse urgence, il vaut mieux y aller cool, montrer le matos, comment on fonctionne, comment tu brosses tes dents, comment il faut les brosser, envisager de parler avec les parents du fluor, des vitamines, des malpositions dentaires, tout ça. Donc vous expliquez dans les grandes lignes, et vous lui demandez son autorisation à lui. Est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi? Sur le fauteuil, je vais te montrer, il est magique ce fauteuil en plus. Bon, après vous demandez aux parents évidemment, hein, mais bon, voilà. Alors, ce qui est important, c'est que moi dans mon cabinet, les parents sont punis. Alors, c'est pas très Faber et Masslich et pas très Montessori de punir, hein, mais bon, là, exceptionnellement, les enfants aiment beaucoup. Les parents restent dans la salle d'attente et l'enfant vient avec moi. Alors, la salle d'attente reste ouverte pour des questions légales. Il faut que le parent puisse entendre ce qui se dit. C'est très important, ça. Et à ce moment-là, on commence la présentation du... Alors, je commence toujours par le fauteuil. Je demande à l'enfant s'il connaît une formule magique. Donc, en général, on a le fameux abracadabra. On propose de s'asseoir sur le fauteuil. Donc, au moment où il s'assoit, vous lui dites « Allez, si tu dis la formule magique, le fauteuil va s'allonger. » Et là, évidemment, les yeux pétillent, parce qu'un enfant, c'est plein d'imagination.
abracadabra, et discretos, évidemment, vous allongez le fauteuil. Ça marche bien. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est avant que le praticien n'arrive, vous lui montrez tous les instruments. L'aspiration, qui fait le bruit de l'aspirateur quand maman passe l'aspirateur. Elle passe l'aspirateur, maman? Non, c'est papa. Ah, tiens. Par exemple, le cialytique, ça peut être le soleil. Ça peut être aussi, alors si le praticien est sympa, ça peut être la lumière qui va éclairer la grotte. Parce que le dentiste, il est super vieux, sans la lumière, il ne va rien voir. Hein. Donc, voilà, par exemple. Bon, il faut que le praticien soit sympa et dans le jeu. Hein, voilà. Les instruments, alors pour les instruments, ça peut être une abeille, ça peut être, les petits garçons aiment beaucoup Cars, donc moi ce que je fais c'est que le contre-angle va être par exemple le tracteur, la turbine va être la Ferrari, voilà, il faut essayer de rendre le truc un peu fun, il faut y croire, hein, parce que si vous le rendez fun mais que vous y croyez pas du tout, il va le sentir, forcément, donc ça passera beaucoup moins bien. Moi, je laisse l'enfant jouer avec les instruments. Quitte à renettoyer derrière, c'est pas grave. Il peut jouer avec, il prend un doudou, il peut le soigner, il peut le mettre dans sa bouche. Alors ça marche du tonnerre. Vous lui donnez le contre-angle, il le met dans sa bouche et vous le faites tourner. Alors ne mettez pas l'eau, mais il le fait tourner. Il n'y a pas d'instrument, ça risque rien. Et lui, il trouve ça génial parce qu'il a l'impression de faire un peu le soin et il participe. Donc ça se passe en général bien. Alors évidemment, hein, ça peut mal se passer. Si vous voyez que l'enfant il se renfrogne ou qu'il veut partir, ou vraiment vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez essayer avec lui de mettre des mots sur l'émotion qu'il ressent. Moi, j'utilise le vice-versa, donc c'est un dessin animé, vous n'êtes pas obligé de l'avoir vu, je vous ai mis une petite photo, qui donne en gros les grandes émotions. Et il faut bien expliquer à l'enfant qu'une émotion, ce n'est pas lui. Il a une émotion, il a peur, ça le dégoûte, il n'a pas envie, enfin peu importe, il met le mot qu'il veut. Alors des fois, moi je l'invite à asseoir l'émotion à côté. Voilà, on l'assoit, elle est là, parce que la peur, ce n'est pas une mauvaise émotion, hein, c'est juste une émotion qui nous permet de nous préserver si un jour il y a un problème. Donc, il ne faut pas qu'il n'y en ait pas du tout, il faut juste qu'elle ne t'empêche pas de faire les choses. Voilà, et ça, en général, ça leur fait tilt. Nous voilà donc dans l'épisode 1, l'épisode où vous et votre petit patient, vous êtes au fauteuil, le praticien n'est pas encore arrivé. Alors, je vous ai mis ces deux illustrations, parce que pour les plus petits, les tout petits qui ont 2 ans, allez, max 3 ans, parfois, le papa et la maman jouent moi j'appelle ça faire le matelas. Ils se mettent sur le fauteuil et l'enfant est dessus. Ou alors, ils viennent tout seuls sur le fauteuil comme un grand. Hein, voilà. Donc, le premier sujet que j'aime aborder, c'est comment brosses-tu tes dents? Alors ça, ils sont super fiers de vous expliquer comment ils vont brosser leurs dents. Et c'est là que c'est super, parce que vous allez rentrer dans leur monde et dans leur quotidien. Donc, ils vous montrent. Alors, il faut être un peu équipé, il faut avoir une brosse à dents électrique, une brosse à dents manuelle, des mâchoires, une peluche qui a des dents. Il peut montrer sur lui s'il a pris le matériel. Enfin, vraiment, c'est très adaptable. Donc, je vous ai mis un espèce de combo de toutes les brosses à dents électriques de tous les âges, mais on va y revenir. Alors, âge par âge, justement, 0-3 ans. Alors, quand il n'y a pas de dents, on brosse. Quand il n'y a pas de dents, on brosse. Les parents ont tendance à oublier et ont tendance à le faire tardivement, mais il faut le faire. Alors, une compresse et de l'eau froide, c'est très bien. Quand il y a les premières dents, j'aime beaucoup Miss Brossette, donc c'est le petit doigtier que je vous ai mis en photo, qui a des petits picots en silicone, c'est super bien, et en plus ça masse les endroits où les dents ne sont pas encore sorties. Donc quand l'enfant souffre, c'est quand même sympa. Je vous ai mis brossage électrique, pourquoi pas? Simplement parce que les fabricants, dont Oral-B, envisagent la brosse à dents à partir de 3 ans. Alors je suis une mauvaise mère, ma fille se brosse les dents à la brosse à dents électrique depuis qu'elle a une dent, et ça l'éclate. Donc, il ne faut pas le faire, mais bon, il vaut mieux qu'il brosse, hein, l'électrique ou pas électrique, je trouve qu'il n'y a pas de débat, mais voilà. Normalement, c'est à partir de 3 ans, et avant 3 ans, c'est la manuelle. Mais vous ne les tuerez pas si vous leur dites de se brosser les dents à l'électrique. Hein. Par contre, à partir du moment où il y a incisive au molaire, il faut passer à la brosse à dents. On oublie Miss Brossette, on oublie la compresse, on passe à la brosse à dents, puisque c'est au moment où les molaires arrivent que le risque carie augmente. Donc, c'est là qu'il faut bien brosser. L'idéal, c'est matin et soir, et si plus, c'est encore mieux. Il y a les siestes, il y a les machins, les trucs, mais bon, après, à l'impossible nul n'est tenu, les parents, des fois, font comme ils peuvent et on peut leur conseiller. Après, ils en font ce qu'ils veulent. 3-6, donc on passe dans une gamme au-dessus. Alors là, c'est la période où l'enfant veut de l'autonomie. Il faut lui en donner, ça le responsabilise. Donc à vous d'expliquer à l'enfant, c'est bien, tu te brosses les dents tout seul, mais il faut que papa et maman repassent derrière pour vérifier, pour être sûr. Et puis papa et maman aussi, il faut vérifier qu'eux aussi ils brossent bien leurs dents. Comme ça, toi, quand ils te brossent les dents, tu peux leur dire « Papa, t'as oublié là » ou « Maman, t'as pas fait là ». Il faut que ça reste en jeu et que ça soit un peu fun. C'est globalement difficile de faire brosser les dents convenablement à un enfant. Donc il faut essayer de rester dans le jeu. Donc autonomie, oui, mais brossage parental. Alors pour les tout petits, c'est-à-dire la première partie de la tranche d'âge, pour les 3-4, on va dire,
il brosse, moi je conseille, l'enfant brosse d'abord ses dents et l'enfant repasse. Et au fur et à mesure qu'il grandit, on peut lui laisser un peu d'autonomie. Le matin, il brosse, l'adulte est à côté et vérifie qu'il brosse toutes les dents. Et le soir, il brosse ses dents et l'adulte repasse derrière, par exemple. Quantité de dentifrice, une lentille, pas beaucoup. Alors pour celles qui l'auraient vu, il y a une grosse polémique autour des dentifrices en ce moment. Donc évidemment, avaler un tube de dentifrice, c'est nocif, c'est une évidence. Mais par contre, il faut un petit peu en utiliser parce que le fluor qui est à l'intérieur va vraiment protéger les dents. On va en reparler de toute façon du fluor. Mais bon, il est clair qu'il ne faut pas avaler un tube de dentifrice, c'est dangereux. Donc on en met une lentille, ça suffit. Et qui peut le plus, peut le moins. Durée du brossage, 3 minutes. Moi, je ne fais aucune distinction manuelle ou électrique. Hein. C'est 3 minutes, c'est bien 3 minutes. Ils le font jamais, donc. Alors, pour le brossage de dents manuel en 3-6, je vous ai mis la technique usuelle. C'est la technique que l'UFSBD recommande. Donc, c'est 10 allers-retours par sextant. Alors, moi, je milite pour la technique Ouistiti Ahaha. Alors, Ouistiti, parce que tout le monde dit Ouistiti, ou beaucoup quand on fait des photos. Donc, l'enfant fait Ouistiti et vous pouvez brosser, et on peut brosser les dents. Et Ahaha, ça fait ouvrir grand la bouche. Donc ça, c'est des astuces à donner aux parents quand ils galèrent. Faites-leur faire Ouistiti et Ahaha, et pendant ce temps-là, vous brossez. Ça ne durera pas 3 minutes, mais au moins, ça sera un petit peu nettoyé. Donc, il faut essayer de jouer sur ça. Si on reste sur le choix de la brosse à dents, il faut évidemment que ce soit une brosse à dents adaptée à l'âge, puisque la tête et le manche vont évoluer en fonction de l'âge de l'enfant. Après, le brossage électrique, qui est le brossage, on va le voir, le plus efficace au niveau du nettoyage par rapport à la plaque. Alors, moi, pour leur donner un repère aux parents et aux enfants, je leur dis, j'ai noté technique Aurélie, mais en fait, je leur dis de faire 3 secondes chaque face de la dent. 3 secondes en occlusale, 3 secondes en vestibulaire, 3 secondes en lingual. Alors, je vous le dis à vous parce que ça vous parle, occlusal, vestibulaire et lingual. Hein, voilà. Mais pour les parents, vous montrez le geste ou vous leur expliquez, ou pour les enfants également, vous leur montrez dans un miroir ou si vous avez une mâchoire, c'est formidable. Alors, les brosses à dents, évidemment, Oral-B, elles sont super parce que y a la Reine des Neiges. Il y a Mickey, c'est quand même les stars, avec une petite remontée de Star Wars et de Cars quand même. Mais voilà, c'est une brosse à dents qui est très utilisée. En plus, il y a une appli Disney, alors ça, ils adorent. Donc pour les motiver, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et celles-ci sont particulièrement efficaces. Alors il y a toujours la problématique, oui, mais alors c'est quoi le mieux? C'est manuel ou c'est électrique? Alors il y a eu des articles qui disent que pour le développement cognitif de l'enfant, c'est bien qu'il apprenne d'abord à la manuelle. Le brossage de dents, on l'a dit, c'est 3 minutes. 3 minutes le matin, 3 minutes le soir. 6 minutes dans une journée. Si le seul développement cognitif de l'enfant, c'est 6 minutes dans une journée, c'est un peu léger. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant prend directement la brosse à dents électrique que ça va forcément avoir un effet nuisible sur son développement. Donc, il peut tout à fait brosser à l'électrique. D'autant que quand même, l'électrique, ça a des points très, très importants, enfin, ça va vraiment permettre un meilleur nettoyage, une meilleure élimination de la plaque. C'est un brossage en douceur parce qu'il ne faut pas oublier que quand il appuie comme un fou, ça se bloque. La motivation, alors ça, dès qu'il y a une Reine des Neiges, pour les filles, et dès qu'il y a Cars, ça marche quand même très très bien. Bon, à partir de 3 ans, mais comme je vous l'ai dit, moi je suis une mauvaise mère, elle a commencé avant et beaucoup de mes patients brossent à l'électrique avant. On passe la gamme au-dessus. Les 6 ans. Donc là, pareil, rappel du brossage manuel technique UFSBD. Donc en fait, la technique UFSBD, aux 10 allers-retours par sextant, on rajoute la méthode brosse. Donc la méthode brosse, c'est la méthode qu'on connaît tous, hein, du rose vers le blanc. Eux préconisent également le fil dentaire. Enfin, à 6 ans, un enfant qui utilise le fil dentaire, déjà s'il brosse 3 minutes avec une brosse à dents manuelle en faisant cette technique, ce sera déjà pas si mal. Donc pour les 6 ans, vous avez les brosses à dents Oral-B. Alors chez Oral-B, vous avez la 6+, donc la junior, celle-ci qui commence à partir de 6 ans. En fait, c'est le distinguo avec la suivante qui est la teenager. C'est les pulsations minutes. Elle est là la différence. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer quand les enfants ont 6 ans par celle-ci. Et ensuite, à partir de 10-12, on peut passer à la teens. Alors la teens, elle est bien parce qu'elle a une tête orthodontique à conseiller pour les enfants qui sont porteurs d'un appareil. Et très sincèrement, même s'il a 6 ans et qu'il a un quadélix, la tête ortho, elle est géniale, même s'il a 6 ans, parce qu'il a un quadélix. Donc il faut vraiment jongler avec les différentes indications pour que ce soit le plus adéquat pour l'enfant, en sachant évidemment qu'on brosse avec du dentifrice. Pareil, hein, une lentille, on n'a pas besoin de décorer la brosse à dents pour que ce soit mieux brossé.
Donc il faut quand même les aider à mieux brosser. Alors vous avez les grands classiques, hein, le révélateur de plaques, hein, pour celles qui font de la paro intensément, vous connaissez. Le fil dentaire, les brossettes, ça évidemment. Le bain de bouche pas avant 6 ans, on doit être capable de cracher. Le sablier, c'est pas mal pour se faire une idée du temps. Mais ça, c'était quand moi j'étais enfant. Maintenant, ce qu'ils aiment bien, donc évidemment, ce sont les applis, les réseaux sociaux. Alors ça, ils en sont friands. C'est assez exceptionnel. Mais ce qui marche bien aussi, c'est la musique. Le dernier maître Gims ou le dernier soprano, pendant qu'on se brosse les dents, c'est dingue, mais ça marche. Et ils le font. Alors peut-être en bougeant un peu des fesses, mais ils brossent. Et ça dure un peu plus de 3 minutes, donc c'est pas mal, c'est une bonne alternative. Donc là, vous avez pris l'enfant, donc quel que soit son âge, vous avez vu avec lui comment il brossait ses dents, vous avez vu avec lui là où ça n'allait pas, vous lui avez enseigné parce que vous savez comment il faut brosser les dents. À partir de là, où le praticien fait son job, regarde les dents, pose des diagnostics, éventuellement envisage un soin, mais en tout cas, à partir de là, le parent va revenir, le praticien va expliquer ce qui a été vu ou ce qui est à faire, et en général, les parents repartent avec une foison de questions. Et qui ont-ils face à eux? Vous! Donc je vais essayer de vous donner quelques indications pour pouvoir répondre aux parents qui ont posé quelques questions aux praticiens, mais n'ont pas eu toutes les réponses, ou alors pensent à des questions auxquelles ils n'ont pas pensé quand ils étaient face aux praticiens. Et au moins, ça vous permettra, vous, d'être armés face à ça et de pouvoir les aider. Alors, la carie, vous le savez, elle est plurifactorielle. On ne va pas faire un cours sur la carie, mais elle a plusieurs causes. Et du coup, pour lutter contre, on a plusieurs armes. Donc, l'hygiène bucco-dentaire, on en a parlé. L'enfant va montrer à son parent ce qu'il vient d'apprendre, avec vous à côté, éventuellement, comme ça, vous pouvez le corriger si jamais il y a une erreur. Et ensuite, on va intervenir sur différents facteurs pour lutter contre la carie. L'alimentation, on va utiliser le fluor et d'autres vitamines, et il faut également penser aux consultations qu'il va falloir renouveler. Une première consultation, c'est bien, mais il faut continuer à voir l'enfant. Alors, l'alimentation. Bon, le premier aliment, c'est l'allaitement ou le biberon. Alors, je suis ni pro ni anti-allaitement. C'est néanmoins un sujet que moi, je trouve intéressant. Je vous en dirai 2 mots après. Je vous laisse, si vous voulez, vous documenter. Il y a un article qui est très intéressant. Je ne suis absolument pas là ni pour faire le procès des femmes qui allaitent tardivement, ni pour faire le procès des femmes qui n'allaitent pas. Je pense qu'on a tout droit à ce choix. Et à partir de là, on est juste là pour accompagner ces femmes et pour trouver la meilleure solution pour elles et pour leurs enfants. Principe de base sur l'alimentation, pas de grignotage. Malheureusement, on n'a pas le droit d'ouvrir les placards et bouffer des gâteaux toute la journée. Et non. Quand on a soif, on boit de l'eau. On ne va pas aller chercher du coca toute la journée. On essaie de faire attention au sucre raffiné et au sucre caché. Parce que quand je dis à un enfant, mais tu sais qu'il y a du sucre dans la pizza congelée Picard? Ah bon? Voilà, par exemple. On essaie de préférer le fait maison. Après, on travaille. On sait aussi que ce n'est pas toujours faisable. Il existe des chocolats qui sont super bien. Alors, à la base, ce sont des chocolats pour les diabétiques. Mais en l'occurrence, ils ont un faible indice glycémique. Ils sont faits avec de l'huile de coco, donc ils sont beaucoup moins agressifs pour les dents. Ça peut être une bonne alternative pour le goûter à 4 heures, pourquoi pas. On essaie d'orienter vers les fruits secs et les compotes sans sucre. Donc il faut lire l'étiquette, parce que des fois il y a marqué sans sucre, et en fait quand on tourne, il y a du dextrose et il y a d'autres choses à l'intérieur. Et alors moi, mon credo, c'est que je n'interdis pas aux enfants. Je comprends qu'un enfant ait envie de manger des bonbons Haribo. Je veux juste qu'il apprenne à ne pas en manger tous les jours. Voilà, c'est juste ça. Et je pense qu'on a de meilleurs résultats en n'interdisant pas, juste en apprenant et en éduquant l'enfant, en lui disant les bonbons Haribo, tu peux en manger à l'anniversaire de ton copain, à Noël, à une bar mitzvah, peu importe, quelle que soit la confession. Mais voilà, on a le droit de manger du chocolat, on a le droit de manger des bonbons, on a le droit de boire un verre de coca, mais pas tous les jours. C'est simplement ça. Donc, je vous parlais de l'allaitement. Alors, il y a un grand débat, allaitement, carie, allaitement. Pour avoir un peu bossé sur le sujet, même si je ne suis pas une référence, en fait, ce qui ressort, c'est que allaiter un enfant, lorsqu'il a des dents, évidemment, ne provoquera des caries que si l'enfant a déjà un émail défectueux, parce que, par exemple, il a été exposé au sucre ou qu'il a déjà un streptocoque. Exemple basique, la maman allaite son enfant, il a 2 ans et demi.
effectivement, il a des caries, sauf que ce que la maman omet souvent de dire, c'est que par exemple, à 4 heures, il va aller avoir une bouteille de Fanta et de Peach, et que quand la sucette tombe par terre, elle la ramasse, elle la nettoie dans sa bouche et elle la lui rend. Voilà. Donc ça, pour peu que la maman ait une ou deux caries qui traînent non traitées, voilà, carton plein. Et son enfant va avoir des caries. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'elle l'allait qu'il a eu des caries. Voilà. Donc l'article, c'est celui-ci, c'est la Lèche League qui l'a fait, c'est une association qui milite beaucoup pour l'allaitement. Si vous voulez vous renseigner, cet article est pas mal fait, il résume pas mal le fond de ma pensée. Alors, le petit tableau des sucres que des fois je sors pour leur expliquer les choses et pour leur dire, pour leur montrer, j'ai carrément des morceaux de sucre que je leur sors. Alors évidemment, mon préféré, ça reste le verre de soda, mais vous avez les lasagnes, enfin vous avez des trucs, moi j'aime bien, ça permet de fixer les choses, et croyez-le ou pas, les papas et les mamans apprennent beaucoup. Voilà, donc du coup, là c'est le bon moment de délier les langues sur qu'est-ce que tu prends en goûter par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre à la place, donc au moins c'est un petit peu participatif. Donc on a vu l'hygiène, on a vu l'alimentation, on va s'attaquer aux vitamines. Alors évidemment le fluor, on en parle suffisamment. Alors, vous devez savoir qu'il y a différents types de fluor. Donc, il y a le fluor dans le dentifrice dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le fluor systémique qu'on avale. Donc là, les recommandations, elles sont claires. C'est 0,05 mg de fluor par jour et par kilo. On ne dépasse pas 1 mg. Et il y a également le fluor topique que le praticien peut appliquer en vernis. Alors, le fluor, c'est bien, en abuser, ça craint, on va dire ça comme ça. Donc, ça fonctionne bien, mais il faut qu'il soit bien utilisé. On ne prescrit pas du fluor comme ça, il faut faire un bilan fluoré, il faut vérifier le risque carieux, il faut s'assurer que le pédiatre n'en donne pas déjà. Voilà, donc c'est pas guinguette. Voilà, il faut vraiment que ce soit bien structuré. Donc il faut juste garder ça à l'esprit en se disant que l'enfant prend déjà peut-être du fluor, que l'enfant en prend forcément s'il a un dentifrice du commerce, donc ça fait un apport de fluor, et que pour savoir exactement la quantité de fluor, il faut lui faire un bilan fluoré. Et avec ce bilan, le praticien et vous-même saurez s'il a besoin d'avoir un complément, quel qu'il soit, le vernis, le Zimafluor que je vous ai mis en photo. On peut aussi simplement dire à la maman, bon, c'est un peu limite, si vous avez une maman hyper fermée aux médicaments parce qu'il y en a, vous lui conseillez de manger des aliments plus chargés en fluor. Tout ce qui est vert, en gros les feuilles vertes, c'est chargé en fluor. Vous lui demandez de faire plus souvent des épinards. Voilà, ça peut être une alternative. Il n'y a pas que le fluor, on parle beaucoup du fluor, mais depuis quelque temps, il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'il y a 3 autres vitamines qui auraient un impact sur les caries. Alors, leur absence, ou à défaut la carence de ces 3 vitamines, ne provoquerait pas des caries, mais permettrait à la carie de s'installer plus facilement. Donc, il s'agit de la vitamine D, la vitamine K2 et la vitamine A. Alors, vitamine D, mettez vos enfants au soleil. L'autre option, c'est le Zima-D qui combine à la fois le fluor et la vitamine D. Ensuite, la vitamine K2, c'est dans le beurre, du bon beurre frais, pas de la margarine, du vrai beurre bien gras, une bonne tartine, c'est très bien. Et la vitamine A que l'on trouve dans l'huile de foie de morue, hyper facile à faire manger aux enfants, j'ai envie de vous dire. Alors, il existe des compléments. Ça se trouve également dans les abats, alors c'est pas super facile non plus. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que pour ma fille, je gruge quand je fais des plats avec des farces. Je coupe. Voilà, et je lui en fais consommer comme ça. Voilà, des fois, il faut savoir un peu gruger avec les enfants. Voilà pour les vitamines. Alors, le praticien, lorsqu'il va voir l'enfant, il peut découvrir plusieurs choses. Des caries, avec le célébrissime syndrome du biberon. Alors, une DDM, dysharmonie dento-maxillaire, c'est-à-dire des mauvais positionnements. Le célèbre MIH, en français syndrome incisivo-molaire, ou toute autre dentinopathie. On va y passer succinctement dessus, c'est juste pour que, là aussi, vous ayez les armes d'une... Si vous avez face à vous une maman, au moment où vous lui dites, bon, on va faire les papiers, qui se met à pleurer en disant, mais il va avoir toutes les dents comme ça, que vous sachiez quoi lui dire. Parce que c'est là que votre rôle prend tout son sens. Alors la prochaine diapo, âme sensible s'abstenir, il s'agit d'un syndrome du biberon, c'est un des pires que j'ai vu, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner un enfant de 2 ans et demi qui s'endort avec un biberon de coca. Voilà. Donc, petite fille de 2 ans et demi qui, dixit la maman, était incapable de s'endormir si elle n'avait pas son biberon de coca à côté d'elle. Bon, autant vous dire que j'étais un peu déprimée, hein. Voilà, donc ça, c'est le syndrome du biberon poussé à son extrême.
Un syndrome du biberon, concrètement, ce sont des caries qui se développent dans l'ensemble de la bouche de l'enfant, sauf sur les 4 incisives mandibulaires. Parce qu'en fait, le positionnement de la langue fait que les dents sont protégées. Bon, là, le coca, il a fait carnage, mais sinon, d'habitude, la langue protégeant les 4 incisives sont intactes et toutes les autres dents sont mangées. Donc, une carie, je ne vous en mets pas une photo parce que vous savez très bien ce que c'est, mais là, c'était vraiment pour vous figurer un syndrome du biberon. Les dysharmonies dentomaxillaires. Alors, sauf pathologie génétique, un mauvais positionnement des mâchoires est induit par une interposition. À vous de trouver laquelle. Alors, vous avez des enfants qui arrivent avec la sucette, c'est facile. Il y a des enfants qui mettent le pouce, c'est facile aussi. Mais attention, vous avez des doigts mis comme ça, des doigts mis comme ça, vous avez des doudous. Enfin, les enfants, des fois, sont redoutables et peuvent téter des trucs auxquels vous ne penseriez pas. Donc, il faut trouver ce qui est tété, de façon à pouvoir comprendre le mécanisme. Parce qu'un enfant qui tète, c'est pas juste il a envie de mettre son pouce ou il a envie de mettre sa sucette. Il y a quand même une notion de réconfort et d'affect. Donc on ne peut pas lui dire c'est pas bien, on enlève, c'est fini. Parce que ça va engendrer d'autres soucis. Il faut le prendre avec un peu plus de délicatesse, mais il faut être quand même conscient que ça induit des malpositions au niveau des dents, au niveau des mâchoires, et que ça a des conséquences. C'est difficile de parler comme ça. Mais en fait, c'est ce qui se produit quand on a un espace entre les dents et qu'on essaie de parler. On a du mal à parler, on a du mal à manger, parce que les dents de devant ne se touchant plus. Comment on fait pour croquer? On a le visage qui peut aller jusqu'à se déformer. Et lorsqu'on serre les dents ne s'affrontent plus. Démonstration. Alors, en haut à droite, vous avez un combo. Le combo, c'est l'abéance, c'est-à-dire les dents de devant ne se touchent pas. Vous avez une déviation des milieux. Les 2 milieux interincisifs ne sont pas en face. Vous avez une étroitesse du maxillaire pour la bonne et simple raison qu'il ne grandit plus. Et vous avez la mâchoire du bas qui s'est dit pompée d'up, la mâchoire du haut ne me retient plus, je grandis et donc un inversé d'articulé s'est créé. Celle-ci, c'est un combo. Donc sur le côté, vous avez une béance vue de face et de profil. Et en bas à gauche, je veux juste vous faire une remarque sur la béance en bas à gauche. Vous pouvez constater que 51 et 61, les 2 incisives centrales en haut sont fracturées. Parce qu'en général, ces enfants, comme ils ont un espace énorme, lorsqu'ils tombent et qu'ils ferment la bouche, les dents ne s'autoprotègent pas et les dents se cassent. Donc souvent, ce sont des enfants qui, en plus d'avoir la béance, ont des incisives fracturées. C'est un peu lié. La sucette n'a pas causé le traumatisme, mais le traumatisme a été quand même assez important. Mission numéro 1, arrêter l'interposition. Alors pour arrêter l'interposition, moi j'utilise un peu de magie, on essaie de trouver des solutions un peu adéquates, on donne la sucette au Père Noël, on peut construire une maison à sucette dans laquelle on va mettre la sucette et par exemple la maison ne va s'ouvrir qu'au rayon du soleil ou de la lune s'il y a la sieste ou bien si c'est le coucher. Alors c'est bientôt Pâques, ça tombe bien, le lapin de Pâques, enfin l'imaginaire est puissant chez l'enfant, servez-vous-en. Vous pouvez vraiment utiliser plein de subterfuges. L'enfant, il va y adhérer si vous y croyez et si les parents y croient. Mais déjà, si vous y croyez, vous allez y arriver. Vous pouvez établir des règles avec l'enfant. Alors, par exemple, moi, mon assistante, ce qu'elle aime bien faire, et je trouve ça génial, elle fait un petit cahier de confidence. Donc, en fait, l'enfant qui suce la sucette doit tous les soirs prendre son petit cahier et doit dessiner un petit soleil s'il a été courageux et qu'il a réussi à ne pas mettre la sucette. Bon, si ça a été un peu compliqué, qu'il a mis un peu la sucette, il fait un nuage. Et si vraiment, là, c'était trop la cata, il fait un tonnerre et des éclairs. Et quand il vient au rendez-vous d'après, il en discute avec l'assistante. Moi, perso, je trouve ça génial. Bon, enfin, voilà. Donc ça, je trouve ça très sympa. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas rentrer dans l'opposition avec l'enfant. On essaie de lui fournir des règles qu'il doit respecter. Donc, par exemple, la sucette, on va lui dire, tu as le droit d'utiliser la sucette, mais uniquement pour le dodo de la sieste et pour le dodo du soir, dans un premier temps. Donc, ta sucette, elle va rester dans ton lit. La sucette n'en sort pas. Si l'enfant réclame dans la journée la sucette alors que ce n'est pas l'heure de la sieste ni l'heure du dodo, ce que je conseille aux parents, c'est de ne pas aller à l'affrontement en disant « Non, la règle, c'est la règle ». Ce qu'on peut te proposer, c'est « Tu veux ta sucette ? Elle est dans le lit. Ah, mais par contre, tu restes dans le lit, parce que la sucette, elle y reste. » Donc, en général, 2 possibilités. Où l'enfant est KO technique, il va prendre la sucette et il va s'endormir. À ce moment-là, il y avait vraiment une fatigue, la sucette est retirée et l'enfant s'endort. Ou alors, l'autre option, c'était juste une envie passagère. Il va aller dans son lit, il va lâcher la sucette et il va partir jouer. C'est pas idéal, mais en attendant, il n'a pas gardé 1h30 la sucette pendant qu'il jouait. Il l'a gardé que quelques minutes. Et graduellement, comme ça, on peut arriver à l'arrêter. Après, je vous cache pas, il y a des enfants, quand on leur explique, ils laissent la sucette. C'est assez incroyable. Juste de leur montrer les photos, de leur expliquer. Il y avait le puits, il la pose sur le bureau et ils s'en vont sans. Et les parents me disent, on n'a eu aucun souci. Donc,
C'est ce que je vous disais, il faut s'adapter à l'enfant et les enfants sont très surprenants. Ces malpositions, il faut essayer de les corriger. Alors, pour donner des outils aux parents, vous avez évidemment la prise en charge orthodontique qui est connue, mais vous avez aussi d'autres options thérapeutiques qu'il ne faut pas oublier. L'ostéopathe en fait partie, car lorsque l'interposition est arrêtée, l'ostéopathe est capable de relancer la croissance des zones qui ont arrêté de grandir et de ralentir les endroits qui ont trop grandi. Donc vraiment, l'ostéopathe, pour les parents qui sont d'accord, parce qu'il y a des parents qui sont contre, donc pour les parents qui sont d'accord avec ça, l'ostéopathie peut vraiment faire des miracles. Vous avez le mâchouillou, alors je ne sais pas si vous connaissez. Alors moi, je vends ça comme la sucette diamant, hein, mais en fait, c'est un appareil orthodontique qui est en libre service, on peut l'acheter à la pharmacie ou sur le site mâchouillou. Donc ça ressemble, si vous voulez, à un arc, un peu comme un fer à cheval, que l'enfant met dans sa bouche. Ça va reculer sa langue, donc obligeant la langue à se mettre en bonne position, parce que lorsqu'il y a une béance, la langue a tendance à aller vers l'avant. Mais également, pour le tenir, il va devoir pincer ses lèvres. Et en pinçant les lèvres, comme vous le voyez sur le dessin, qui est complètement flou, je m'en excuse, les incisives vont être obligées, par la pression des muscles orbiculaires des lèvres, à se repositionner. C'est l'histoire de 3 mois si l'enfant le porte convenablement. Hein. Donc ça marche, ça fonctionne vraiment très très bien. Le podologue, parce qu'on a tendance à oublier que la mâchoire du bas, c'est le dernier os mobile de notre petit corps. Et le premier, c'est les petits pieds. Et les deux sont liés. Donc quand on a des problèmes de mâchoire, souvent il y a des problèmes au niveau des pieds. Donc posez la question, il n'a pas trop tendance à tomber ou à s'en mêler un petit peu les pieds au parc ? Montrez-le à un podologue, ça ne vous coûtera rien. Parce que souvent, les pieds sont un peu plats ou au contraire, trop arrondis. Et franchement, ça a l'air de pas grand-chose. Mais une petite consulte chez le podologue, des fois, ça peut permettre à la mâchoire de se recentrer. Derrière, un petit coup d'ostéopathie ou de mâchouillou et ça roule. Alors après, évidemment, si ça persiste et si ces petits moyens ne fonctionnent pas, on a toujours l'orthodontie et l'orthophonie pour récupérer cette langue qui est allée trop vers l'avant et qui rend si difficile certains phonèmes et certains morphèmes. Alors, les pathologies de l'émail. Donc, le grand syndrome, c'est le syndrome incisivo-molaire, qui maintenant existe en sous-catégorie, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait le syndrome incisivo-molaire qui touche donc les incisives et les molaires, et la sous-catégorie, le syndrome molaire, qui ne touche que les molaires. L'avantage, c'est que c'est simple à retenir, donc c'est ça. Voilà ce qu'est un syndrome incisivo-molaire et un syndrome molaire. Ça ne touche que les molaires et que les incisives. Et au jour d'aujourd'hui, la communauté scientifique n'a pas posé de cause à ça. Il y a plein de recherches. Les dernières recherches s'orientent vers les perturbateurs endocriniens, l'utilisation du glyphosate et le manque d'oxygénation des cellules dentaires dans la petite enfance. Par exemple, les enfants prématurés ou les enfants qui ont fait beaucoup d'asthme, les enfants qui ont fait des arrêts respiratoires, les enfants qui ont eu des otites, alors pas de temps en temps, mais vraiment des otites continuelles et qu'à un moment donné, l'organisme a été mal oxygéné. Ce n'est qu'à l'état de recherche, on ne sait absolument pas d'où ça vient. Donc ça, c'est une maladie qu'il va falloir suivre toute sa vie. Et je sais que c'est très dur pour les mamans, mais on ne peut pas et on ne doit pas toucher les taches qu'il y a sur les dents de devant. Parce qu'avec le temps, bien souvent, ces taches s'estompent. Donc il faut rassurer la maman. Je sais que c'est terrible quand on est une maman ou quand on est un papa ou un grand-père ou une grand-mère. Mais malheureusement, dans un premier temps, la meilleure option au jour d'aujourd'hui, c'est l'abstention. C'est surveiller, c'est contrôler. Mais en général, les taches ont tendance à s'amoindrir. Donc, patience, je sais que c'est compliqué. Après, pour les molaires, c'est un autre discours, mais pour les incisives, c'est souvent les incisives qui traumatisent les parents et on le comprend. Donc voilà, soyez rassurantes sur le fait que oui, ça prend 13 ans peut-être, mais que ça s'estompe. Alors pour info, il y a 2 autres grandes pathologies de l'émail qui peuvent être diagnostiquées à la première consulte, c'est la mélogénèse imparfaite. Alors c'est facile, hein, ça touche toutes les dents, et ce sont des taches un petit peu de cet acabit-là, mais elles touchent toutes les dents, c'est la grosse différence. Et la fluorose, où là les dents sont complètement rongées, mais quand même, Dieu merci, je trouve qu'on n'en voit plus beaucoup des fluoroses. Donc bon, voilà, je l'ai noté pour la forme. Alors si malgré tous vos efforts fantastiques avec papa, maman, les enfants, ça ne marche pas, je vous ai juste mis quelques pistes. Par exemple, la consultation s'est très mal passée, vous avez la maman face à vous qui vous dit « mais comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut essayer, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors je vous ai mis quelques pistes. Bon, d'abord, il faut écouter la maman et l'enfant, parce que des fois, l'enfant, il a la solution. Pas plus tard qu'hier, j'avais un petit patient à qui on doit enlever des dents. Pour moi, c'était une évidence que c'était une anesthésie générale. Eh bien, pas du tout, absolument pas. Mais pourquoi j'ai eu cette idée? Et d'ailleurs, il me l'a dit, hein, quand on en a parlé, il m'a dit non, moi j'ai entendu parler d'un truc qui faisait respirer et qui mettait dans les choux, ben moi je préfère ça. Voilà, donc ça m'apprendra. Donc ce dont il parle, c'est le méopa, mélange équi molaire d'oxygène de protoxyde d'azote.
qui permet effectivement de mettre les enfants dans les choux. Et ensuite, on fait un soin classique. Ce sont les illustrations que vous avez en bas. 3 minutes d'induction. Au bout de 3 minutes, il est dans les choux. On passe avec un petit masque en nasal. On lui demande de respirer par le nez. Et on fait le soin classiquement. Anesthésie et soin classique. Hein. Rien de plus. Avant d'en arriver là, on peut utiliser l'hypnose. Alors moi, je ne suis formée qu'à l'hypnose conversationnelle, mais il y a des niveaux bien plus importants, bien plus élaborés et qui fonctionnent. Toujours pareil, il faut avoir l'accord des parents. Donc ce sont des alternatives, mais le plus important, c'est de rester à l'écoute. Et d'ailleurs, je vous remercie pour la vôtre. Voilà. Question-réponse ? Non, mais c'est comme ça, c'est une question-réponse. Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, non. Alors, si vous voulez un petit pense-bête, Oral-B a édité, c'est celui-ci qui me plaît bien, moi. Un espèce de schéma de communication, vous le retrouverez sur le stand si vous voulez, où en fait, lorsque vous avez une question qui vous est posée, vous avez un arbre décisionnel qui vous permet de vous guider dans vos choix, électrique, brosse à dents, dentifrice, et c'est pas mal fait. Et en fonction de vos décisions, en fait, vous avez les petites illustrations, j'essaie de rester dans les micros, vous avez les petites illustrations qui vont. Et franchement, c'est pas mal fait, ça peut vous aider dans votre quotidien, à vous. Et après, vous pouvez donner les petites documentations aux parents. S'ils ont des questions, ils reviennent vers vous au rendez-vous d'après. Voilà, c'était le petit complément. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup pour votre attention, d'avoir... Ah, pardon. Oui, en vous. Je suis là. Alors, on a décidé de faire une anesthésie générale et on a essayé de conserver toutes les dents en faisant des pulpotomies sur toutes les dents. On parle bien de celui-là. Enfin, celle-ci. Ah oui. Voilà, en fait, c'est exactement ça. La problématique, c'est que si on enlève tout, les dents définitives ne trouveront jamais leur chemin et on va avoir un hypodéveloppement. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des pulpos sur toutes les dents. Alors, les dents condamnées, c'était les 2 incisives centrales du bas, irrécupérables, et les 2 latérales du haut, irrécupérables. Donc là, par contre, on a enlevé. Tout le reste, on a fait des pulpos. Impossible de faire des coiffes préformées ou de faire quoi que ce soit. Et en fait, mon orthodontiste, je travaille avec un orthodontiste qui a l'habitude, qui nous a bidouillé des espèces de prothèses totales reposant, sur les dents à ras, mais que l'enfant ne portait pas toute la journée, parce que si on avait fait ça, on aurait compromis sa croissance. Donc il le portait de temps en temps, soit pour avoir un sourire, parce qu'il y avait des dents dessus, soit parce qu'il y avait un anniversaire, enfin c'était purement esthétique. Et alors elle a grandi, hein, forcément. Moi j'ai vieilli, elle a grandi. On a eu beaucoup de chance parce que c'était une petite fille adorable et que surtout l'assistante sociale qui la suivait me l'a ramenée. Elle s'est vraiment investie, elle me l'a ramenée. Et du coup c'est dommage, j'aurais dû amener des photos d'elle maintenant, je n'y ai pas pensé. Ça sera pour la prochaine fois. Et donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle a 8 ans. Elle a tous ses incisives du haut, tous ses incisives du bas. Et je suis très fière de dire pour elle qu'elle n'a plus de caries. Mais par contre, on a dû, au fur et à mesure, au gré du temps, enlever toutes les dents de lait. Voilà. Je vous en prie.